Salut les investisseurs et bienvenue sur le Macro Crypto du 24 mars 2025. Je suis trop content de te retrouver aujourd'hui pour faire le tour du marché crypto. Et avant qu'on commence, une petite annonce, je vais être absent pendant quelques semaines jusqu'au 15 avril parce que je pars en vacances, donc je vais globalement décrocher, même si je vais peut-être faire un petit short ou deux pour réagir à des actualités qui pourraient se passer pendant cette période. Si jamais tu fais partie du Discord, par contre, je serai toujours disponible sur le Discord pour tous les membres pour répondre à toutes les questions qu'il peut y avoir. Et si tu n'es pas encore membre, eh ben, je t'invite à te rejoindre avec le lien dans la description. C'est complètement gratuit et on parle de tous les sujets qui ont à voir avec la finance et l'investissement. Voilà, on est parti tout de suite pour l'analyse du marché. Donc, pour commencer, on peut voir que le MVRV ratio est revenu sur des valorisations qui sont proches de là où on a eu un bottom la dernière fois, donc pendant la période qui a été de mars à octobre 2024. Donc, le MVRV ratio, pour rappeler, en fait, il nous montre la différence entre la market cap réalisée, c'est-à-dire le prix auquel a été transigé chaque Bitcoin, par rapport à la market cap totale, c'est-à-dire le dernier prix du Bitcoin pour tous les Bitcoins. Et quand on a en fait un ratio qui est plutôt élevé par rapport à ça, ça nous donne une bonne indication des prises, enfin pas des prises, mais des profits sur lesquels sont assis les investisseurs. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que en fait, quand on revient sur cette zone, eh bien, le prix semble être à un niveau acceptable pour que des investisseurs aient envie de se réintéresser au prix du Bitcoin. Et donc, je pense que ce sont des niveaux qui sont intéressants pour commencer à remettre en place potentiellement un petit DCA, etc. Bien sûr, il faut toujours coupler ça avec d'autres indicateurs, et c'est pour ça qu'on va faire un tour complet du marché crypto. Mais en tout cas, par rapport à cet indicateur, on est de retour sur un niveau qui a été, par le passé, défendu par les investisseurs. Bien entendu, le niveau ultime se trouve dans cette zone verte qui est ici. Quand ça arrive ici, vraiment, c'est l'opportunité maximale d'acheter du Bitcoin par rapport à cet indicateur. Et généralement, ça a été des très très bonnes opportunités par le passé d'acheter du Bitcoin quand on est dans des valorisations qui sont dans la zone verte ici. Et on peut voir qu'on en est très loin. Donc on n'est pas du tout encore complètement sous-évalué sur le Bitcoin. Pour ce qui est du NUPL, sont les profits et pertes non réalisés, donc qui n'ont pas encore été encaissés. On peut voir que les investisseurs sont toujours assis sur des très très gros profits. Pareil que sur le MVRV, on a vu que la dernière fois, on avait fait un bottom à peu près dans cette zone-là quand on était retourné dans le jaune. Donc c'est possible qu'il y ait de la défense à ce niveau-là. Mais en même temps, c'est quand même des zones qui sont des bonnes zones de prise de profit pour des personnes qui sont assises sur des positions depuis assez longtemps. Donc attention, les holders de long terme, eux, ils sont toujours sur des bonnes zones de prise de profit, tandis que les holders de court terme peuvent avoir envie de défendre leur position sur cette zone. Pour ce qui est du SOPR, je vais bouger un petit peu ma tête pour qu'on le voit mieux. En fait, ici, on peut voir que depuis qu'on est revenu dans la zone des 1, donc le SOPR, je rappelle qu'il nous montre les bitcoins s'ils sont dépensés à profit ou à perte. Quand on est sur la zone des 1, c'est que c'est à break-even, et quand on est au-dessus, ça veut dire qu'on prend des profits, et quand on est en dessous, ça veut dire qu'on encaisse des pertes. Là, on peut voir qu'il y a eu des petits encaissements de pertes en début d'année, donc en février. Et ensuite, on est reparti tranquillement à la hausse, et à chaque fois qu'on revient taper sur cette zone des 1, on a un rebond. Et on a justement des prises de profit. Donc là, pour l'instant, ce que ça nous indique, c'est qu'on doit toujours considérer que sur le moyen long terme, on est sur une tendance haussière sur le Bitcoin, même si sur le court terme, il faut absolument rester dans un biais baissier pour l'instant, puisqu'on a eu cette tendance baissière. Mais attention, moyen long terme, on peut voir que là, pour l'instant, les bitcoins ne sont pas dépensés à perte. C'est quand on passe en dessous de cette zone des 1 et qu'on n'arrive plus à repasser au-dessus que là, on est justement dans une phase de capitulation où tout le monde est en train de revendre ses bitcoins à perte. Là, ce n'est pas du tout le cas. Et pour ce qui est des exchange flows sur le BTC, on peut voir que il n'y a pas eu beaucoup d'inflow sur les exchanges, donc ça veut dire que pour l'instant, on n'a plus des investisseurs qui vont déposer leurs bitcoins sur les exchanges pour les vendre. En fait, ça a eu lieu ici en fin d'année 2024. On a eu pas mal de dépôts sur les exchanges et ils sont en train de se vendre petit à petit. Mais là, on n'a plus de gros pics comme ça, donc ça veut dire que là, sur les valorisations actuelles, on n'a pas des nouvelles zones de prise de profit qui sont arrivées pour les holders de long terme.
Voilà, donc ça nous fait déjà le tour des indicateurs, on va dire un petit peu plus indicateurs on-chain, indicateurs intrinsèques au marché, pour bien comprendre ce qui est en train de se passer. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui se passe avec les holders de court terme. Donc les holders de court terme, je vais zoomer un petit peu ici, on peut voir que eux, ils sont toujours sous leur prix moyen d'achat, qui est aux 93 000 $. Donc ça, je te l'avais indiqué et je t'avais dit que quand on est sous le prix moyen des holders de court terme, ça veut dire qu'il faut faire attention. Pourquoi? Parce que si le prix rebondit dans la zone des 93 000, on pourrait avoir beaucoup de personnes qui seraient tentées de vendre pour limiter la casse et donc d'amener une pression baissière sur le cours du Bitcoin. Donc pour moi, tant qu'on n'est pas repassé au-dessus des 93 000 $ et qu'on n'a pas confirmé qu'on reprenait la zone des 93 000 $, il va falloir être beaucoup plus prudent parce que pour le court terme, on va être sur une tendance baissière. Pour ce qui est des holders de long terme, eux, ils ne sont toujours pas inquiétés, puisque leur moyenne d'achat est à 25 750 $. Par contre, ce que l'on peut constater, c'est qu'ils ont recommencé à accumuler doucement. Donc on a passé cette moyenne de 24 800 à 25 700. Donc là, tranquillement, sur cette zone de prix, depuis qu'on a tapé la zone des 80 000, eh bien, on peut voir que les holders de long terme sont intéressés à refaire un petit peu de DCA sur cette zone. Maintenant, pour ce qui est des réseaux sociaux, on peut voir que le volume de tweets a largement baissé, que ce soit sur le Bitcoin et sur l'Ether. Bon, sur l'Ether, il n'avait pas beaucoup décollé, on va pas se le cacher. Par contre, là, ce que ça nous indique, c'est qu'il commence à y avoir un gros désintérêt sur le marché des cryptos. Et donc, là, c'est plutôt intéressant, encore une fois, de être un peu contrarian et de revenir s'intéresser au marché des cryptos alors qu'il n'y a plus aucune traction dessus. Ce qui veut dire que, pour l'instant, on peut peut-être revoir des valorisations intéressantes pour continuer d'accumuler des bitcoins. Pour ce qui est du Fear and Greed Index, on est sur les 45, donc on est en légère fear, mais on va dire qu'on est à peu près à la moyenne, c'est-à-dire qu'on était passé en extrême fear quand on est venu taper en dessous des 80 000 $, et maintenant on est en train de se stabiliser avec des holders de long terme qui sont plutôt confiants et qui recommencent à accumuler des petites positions, et des holders de court terme qui attendent un rebond éventuellement pour décharger, et ce qui pourrait nous faire une première phase de capitulation qui pourrait être intéressante pour recommencer à accumuler du Bitcoin. Pour ce qui est des ETF, on peut voir que là, pour l'instant, ça a été plutôt positif en fait sur cette dernière semaine. Donc là, on commence aussi à avoir des institutionnels qui commencent tranquillement à se réexposer au Bitcoin, même si on n'a pas de nouvelles explosions au niveau des Bitcoins accumulés par les ETF. On est toujours aux alentours des 530 000, donc il n'y a pas de gros changements à ce niveau-là. Maintenant, si on regarde un petit peu les ETF sur l'Ether, là, c'est pas du tout la même chose. On peut voir que c'est en train de vendre massivement. Donc, attention, on était monté jusque dans les quasiment 800 000 Ether accumulés. Là, on a rebaissé à 564 000. Et je te rappelle que la semaine dernière, on était encore au-dessus des 600, voire même, il me semble, des 700 000. Donc là, ça décharge très, très, très fortement sur l'Ether. Donc, ce n'est pas positif pour l'instant. Pour le marché chinois, il n'y a pas vraiment de changement, donc on ne va pas trop se fier à ça. Pour ce qui est des liquidations maintenant, donc là on peut voir que sur les liquidations de court terme, on a des liquidations qui sont dans les 89-90 000, et donc ça c'est si le prix continue de monter, et au sud on a des liquidations plutôt dans la zone des 85-86 000. J'avais déjà noté que la zone des 86 000 c'était une zone de résistance qui était à reprendre. Là, pour l'instant, le prix a consolidé au-dessus de cette zone de résistance, donc ça, c'est un premier bon signe pour aller revisiter un petit peu plus au nord. Maintenant, si on regarde ça en weekly, on peut constater que la plupart des liquidations qui étaient à faire au nord ont été faites, mais à chaque fois, on a des nouvelles personnes qui recommencent à shorter le marché et qui donc sont susceptibles de se faire liquider. Donc là, on pourrait continuer d'aller chercher ces petites poches de liquidation comme ça, mais on peut voir qu'il n'y a pas de forte accumulation. Par contre, ici, on a un niveau très intéressant au niveau des 81 700. Donc ça, c'est un magnet qui pourrait être appelé à être retesté par le marché. Donc, si on revoit le prix arriver dans les 82 700, voire dans la zone des 80-82 000, ça peut être intéressant de remettre une cartouche pour des petits trades de court terme. Maintenant, si on regarde ça sur le mois,
On va donner une petite seconde, voilà. On peut voir qu'on a plutôt des accumulations au nord, mais ça reste qu'il n'y a pas vraiment de gros points chauds plus au nord. Mais on voit que sur le chemin, il y a plein de liquidations à aller chercher, en fait, tranquillement comme ça, jusque dans la zone des 105-106 000 $. Alors qu'au sud, on peut voir que les zones sont un petit peu moins chaudes et que donc il y a peut-être moins d'accumulation ici. Par contre, on a un très gros point au niveau des 62-63 000. Donc là, si on redescend en flash crash dans cette zone-là, ça va faire très mal. Et ça pourrait justement nous causer une zone de bottom sur cette zone-là. Donc si cette zone est visitée, ça pourrait être intéressant de mettre une cartouche ici. Donc voilà pour les liquidations. Maintenant, on va passer un petit peu au graphique et on va commencer par la Bitcoin dominance. Donc la Bitcoin dominance, elle est toujours extrêmement élevée sur la zone quasiment des 62%. Donc tant qu'on ne verra pas la dominance du Bitcoin baisser, il n'y aura pas d'intérêt à être sur les altcoins. Je le répète depuis très longtemps et en fait, d'ailleurs, ce cycle a été caractérisé par une surperformance du Bitcoin par rapport à tous les altcoins. Et je pense que pour l'instant, ça continue de se confirmer dans ce sens-là. Donc pour l'instant, aucun avantage à être sur les altcoins. Il y a quelques altcoins qui se démarquent, comme OM, dont j'avais parlé la semaine dernière, qui, contre le BTC, continue d'avoir une très belle tendance haussière. Donc là, on a eu une belle consolidation. Si on arrive à repartir d'ici, eh bien, ça peut continuer d'être en tendance haussière, mais c'est une des seules qui est dans une tendance haussière comme ça contre le Bitcoin. Donc encore une fois, le Bitcoin, pour l'instant, est l'actif privilégié sur le marché des cryptos, d'autant plus qu'en ce moment, on a un ralentissement sur les autres marchés, donc le marché actions, etc., qui d'ailleurs commence à repartir. Moi, j'avais pris des jolis petits trades sur le Russell 2000 et sur le pétrole que j'avais inscrit dans le Discord et qui, dont justement j'ai pris les profits aujourd'hui. Donc, tu peux aller voir tout ça sur le Discord. Tous mes trades sont là en transparence quand je les prends, quand je sors. J'explique exactement tout ce qui s'est passé derrière tout ça. Là, ce qu'on peut voir aussi, c'est que si on regarde le graphique du Bitcoin, on a trouvé une très belle zone de rebond pile dans la zone que j'avais évoquée avec cette VWAP ancrée au niveau des 75 000 et donc cette zone en fait des 75 à 80 000 $ qui a été revisitée. Donc là, pour l'instant, on a une très bonne zone de support qui vient d'être dessinée à ce niveau-là. Et on a notre zone de résistance ici qui correspond au range qu'on avait avant en daily. En fait, si on regarde ici en daily, on avait un très beau range entre les 100, 110 000 et les 90 000. Donc là, ça nous a fait vraiment du ping-pong dans cette zone-là pendant un bon moment. On a cassé en dessous, on a retesté, et maintenant, eh bien, on est amené à retester cette zone encore une fois. Donc, quand on va arriver dans cette zone-là, au niveau des 90, 92 000 et même 93 000 $, comme on avait pu le voir avec les holders de court terme, c'est des zones de prise de profit pour les traders. Okay, donc si tu as pris des trades sur cette zone-là, eh bien, ça vaut la peine de commencer à décharger quand on arrive dans cette zone. Maintenant, pour des personnes qui voudraient détenir des bitcoins sur le plus long terme, pour moi, je l'avais déjà indiqué depuis très longtemps, en fait, on n'était plus sur des zones d'accumulation. Maintenant, quand on est proche de cette VWAP, donc dans cette zone-là, je suis OK pour prendre une petite cartouche éventuellement pour recommencer à accumuler, mais encore une fois, par cartouche, c'est-à-dire qu'on accepte totalement le fait que ça puisse aller plus bas et qu'on puisse remettre d'autres cartouches plus bas et de faire comme ça une moyenne de plus en plus basse. Si tu es là en train de te dire je dois faire all-in sur les cryptos à ce moment-là, je ne pense pas qu'on est du tout sur des bonnes valorisations. Par contre, on peut voir que le Z-Score nous avait donné deux bonnes indications pour rentrer sur le marché, donc une dans cette zone-là, et une, encore une fois, dans cette zone-là. Donc, en ayant cumulé ces deux petites positions pour faire un trade sur le Bitcoin, je pense qu'on est dans une très bonne position en ce moment. On peut voir ici qu'on avait la VWAP ancrée qui que j'avais mis à partir de l'impulsion du mois de novembre 2024. Donc elle nous confirme en fait cette zone des 93 000 $ des holders de court terme. La VWAP ancrée, qu'est-ce qu'elle indique? En fait, elle indique le prix moyen d'achat de toutes les personnes qui ont fait des transactions dans cette zone-là par rapport aux volumes qui ont été transigés. Donc c'est ça qui est très important, c'est que c'est pas juste une moyenne du prix, c'est une moyenne du prix pondérée par rapport au volume. Et donc là, c'est très intéressant parce que ça peut nous montrer que toutes les personnes qui ont DCA en fait depuis cette impulsion, eh ben, elles sont dans les 93 000 $, ce qui confirme très bien notre prix moyen d'achat des holders de court terme.
et qui sera une résistance forcément très importante. Autre résistance très importante, cette ligne rouge qu'on a ici, qui est l'open de l'année. Bien sûr, tant qu'on n'arrive pas à reclôturer au-dessus de l'open de l'année, eh bien, on reste baissier par rapport au début de l'année, et donc ça veut dire que c'est une année qui est en perte. Et donc ça peut être aussi quelque chose qui est observé par des investisseurs, surtout des investisseurs institutionnels, qui doivent faire leur rapport à la fin de l'année, et qui doivent donc montrer qu'ils ont eu de la surperformance. Maintenant, si on regarde ETH contre le BTC et qu'on se remet un peu en weekly, donc ici, on peut voir que j'avais noté cette zone qui devait être une zone de support importante. Elle avait fait support, on a vu qu'il y a eu une grosse mèche, que ça a été ravalé, et finalement, ce support a cédé. Donc là, maintenant, on a en fait cette zone-là des 0.20 et cette zone-là des 0.17 qui seront des zones très importantes à surveiller. Pour l'instant, ce qu'il faut bien considérer, c'est que l'Ether a été complètement boudé par les investisseurs. Il y a apparemment personne qui ne veut défendre ses positions sur l'Ether. Et donc, c'est l'actif qui a été, à mon avis, le plus perdant de ce cycle. Donc, pour l'instant, mieux vaut privilégier le Bitcoin dans le portefeuille, comme je l'avais indiqué depuis de nombreux mois. Et moi, personnellement, j'ai toujours une petite pondération en Ether. C'est un actif dans lequel je crois sur le long terme, donc je suis OK d'en garder une pondération, mais elle a quand même réduit avec une plus grande part de Bitcoin. Et d'ailleurs, même quand on était dans la période haussière, j'avais aussi une part de Solana qui devenait de plus en plus grande par rapport à la part d'Ether, puisqu'on pouvait voir que sur Solana, il y avait de l'attraction comparée à Ethereum. Donc Ether, pour l'instant, un actif qui n'est pas intéressant. On peut voir qu'il est tout le temps en tendance baissière contre le Bitcoin, donc il est plus risqué et plus volatile que le Bitcoin, et il ne fait pas mieux. Donc, à mon avis, pas du tout intéressant. Et d'ailleurs, toi qui connais ma méthodologie, tu sais que je regarde toujours mes actifs contre le Bitcoin, parce que si un actif ne surperforme pas contre le Bitcoin, eh bien, il n'y a aucun intérêt à l'acheter. Je parle bien sûr de crypto-actifs, hein, pas du tout d'actions, mais pour moi, on a plus de risques et pas plus d'avantages à se mettre sur une crypto, sur une altcoin. Donc ça veut dire que si je dois prendre une altcoin dans mon portefeuille, il faut absolument qu'elle me délivre beaucoup plus de performance que le Bitcoin pour accepter ce risque. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que ce n'est pas le cas. Maintenant, si on regarde ETH contre l'USD, donc j'avais indiqué ici ces deux VWAP ancrés, celle-ci qui part du top de 2021 et qui nous montre la moyenne d'achat des gens qui ont DCA depuis le top du marché en 2021, qui se trouve aux alentours des 2340 $, et celle-ci qui part du bottom, donc disons les investisseurs les plus intelligents qui ont DCA depuis le bottom ultime de l'ETH en 2022. Eux, leur moyenne d'achat, elle est aux alentours des 2050. Donc là, tu peux voir que quand on est passé ici en dessous de cette moyenne, moi, j'ai dit que ça commençait à se sentir vraiment mauvais. En fait, ici, on tenait bien la moyenne d'achat de très long terme. Donc, j'avais dit, OK, ici, c'est des bonnes zones pour reprendre des trades. Ici, j'étais OK d'en reprendre aussi. Mais maintenant qu'on est passé en dessous, il faut vraiment qu'on voit ces zones-là redevenir défendues. Donc là, pour moi, tant qu'on n'est pas repassé très clairement au-dessus des 2050 $ et qu'on ne voit pas de consolidation au-dessus des 2050, je suis plutôt frileux sur l'Ether. Donc je conserve ma position que j'ai de long terme, mais je ne suis pas très excité sur l'Ethereum en ce moment. On n'a toujours pas eu de Z-score en weekly qui nous a indiqué de prendre une position long terme sur l'Ether non plus. Donc ça, c'est une autre chose à constater. Pour l'instant, on est dans une macroéconomie globale qui est plutôt inquiète. Donc on a des tensions géopolitiques, on a un nouveau président, Donald Trump, qui est en train de faire des guerres tarifaires, etc. Donc les cryptos, c'est forcément le dernier maillon de cette chaîne et ce qui va le moins préoccuper les institutionnels, puisqu'il y a beaucoup plus d'argent dans les autres marchés. Donc il va falloir être plutôt en mode protection du capital pour l'instant. Donc je pense que d'avoir un portefeuille qui est plutôt en cash, donc peut-être 25% en crypto, 75% en cash, ou même 0% en crypto, 100% en cash, c'est pas mauvais. Moi, personnellement, je garde toujours une petite portion. En ce moment, je suis à un petit peu plus de 30% en crypto, et le reste en cash, pour justement venir saisir les opportunités quand elles vont être offertes, et quand ce sera des vraies belles opportunités de long terme,
pour l'instant, on peut commencer à remettre un petit peu en DCA, comme j'ai montré, les holders de long terme ont recommencé à DCA tranquillement, mais il n'y a pas de quoi se presser, on n'est pas du tout sur des valorisations qui sont des prix complètement cassés qu'on ne reverra pas une deuxième fois avant plusieurs années. Donc, à mon avis, on peut rester plutôt tranquille et serein, faire son petit DCA si c'est ton plan, et attendre les opportunités qui pourraient arriver. Pour ce qui est du trading de court terme, eh bien, on a vu qu'on était sur des bonnes localisations aux alentours des 80 000 $ et que maintenant qu'on a eu ce rebond, je pense que la zone des 92-93 000 $ va être une résistance et donc beaucoup plus dangereux, à mon avis, de trader à la hausse sur cette zone-là. Voilà, ça fait pas mal le tour du marché crypto. J'espère que tu as aimé ça. Laisse-moi un gros like pour m'encourager. Et puis, si tu veux voir plus de contenu sur la finance, eh ben, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas manquer les prochains contenus. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!